c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui sur le podcast de la loose, on a le plaisir de recevoir Aline Bartoli qui est coach business, fondatrice de The Bee Boost, hôte du podcast Je peux pas, j'ai business et véritable référence dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. En quelques chiffres, The Bee Boost, c'est plus de 90 000 abonnés sur Instagram, plus de 12 000 personnes accompagnées à travers des programmes de formation en ligne, 2 séminaires business organisés et un nombre incalculable de cookies ingurgités. Bonjour Aline, comment tu vas ? Eh bien, je me sens très saucée, donc merci Lise pour cette présentation et je suis trop contente d'enregistrer cet épisode avec vous. Ça s'annonce haut en couleur. En effet, et justement, ouais, on espère. Et puis justement, on a un petit jeu pour te mettre dans le bain en douceur, mais pas trop quand même. Ça va être un petit jeu de questions-réponses. Tu réponds par oui ou par non, pas besoin de justifier, juste ouais. Parfait, j'y prête. Parfait, c'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Of course, oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Insta et eu 0 réponse ? Oui, certainement, ça a dû m'arriver au début, ouais. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? Oui, et ceux qui disent le contraire mentent. Ouh, ça balance. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Oui. Okay. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton business ? Oui. Ok. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui, votre honneur. J'ai l'impression de passer sur le jugement, là. Ouais. La sentence sera irrévocable à la fin. Mais... est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Oui, plusieurs fois. Et enfin, ça y est, promis, après on arrête. Est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Ça me fait hésiter parce que j'ai envie de dire confiance en moi, mon intuition, mes capacités, oui, mais après, est-ce qu'il y a des moments où je me remets en question 10 000 fois ? Oui aussi. Les deux cohabitent, en fait, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça fait sens. Si, mais c'est bien, c'est un oui et un non en même temps. Écoute, ça passe. Des fois oui, des fois non, quoi. En fait, sur le long terme, oui, à 2000%, mais court-termiste, non, il y a des moments où, pareil, je doute de moi et je me sens plus capable de prendre la moindre décision, quoi. Ok, parfait. Ouais, ça marche. Tu crois profondément en toi, mais sur certaines situations, des fois, c'est un peu panique à bord. C'est très bien reformulé, merci Clémentine. Avec plaisir. Génial. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Clem, on voulait quand même te partager une petite anecdote parce que cet épisode qu'on enregistre aujourd'hui, il est assez symbolique en fait, pour la simple et bonne raison que Clémentine et moi, on s'est rencontrés sur le Bichot, le tout premier que tu as organisé en 2022, si je dis pas de bêtises. Sachant que Clem habite à Lille, moi je suis à Toulouse. Là, on est en C'est grand 2025. écart. Exactement, et on est toujours en contact et on a hyper bien matché en termes de personnalité, de manière de fonctionner, etc. Et on a créé un petit peu ce podcast grâce à toi, donc on voulait en profiter pour te remercier. Eh ben, je suis très touchée, d'autant plus honorée de pouvoir contribuer. Bravo. Merci. Du coup, nous, si on t'a invité pour le coup au niveau du podcast, c'est pour te saucer un petit peu, bien évidemment, mais c'est aussi pour parler de tes looses, de tes galères, de tes échecs. Comme je l'ai dit en introduction, tu es un peu une figure de l'entrepreneuriat digital et c'était important pour nous de remettre l'église au centre du village, comme tu aimes si bien dire, en montrant qu'on peut très bien réussir et enchaîner quand même des looses à répétition, etc. Et tout particulièrement en 2024, tu en as parlé un petit peu dans un épisode de podcast que tu as sorti récemment, épisode de podcast qui s'intitule sobrement « Les 5 leçons de 2024, ma pire année d'entrepreneuriat ». Donc je pense que... Voilà, ça annonce la couleur. Exactement. Pour du coup les auditeurs, auditrices qui n'auraient pas écouté cet épisode-là, donc on vous invite
à aller l'écouter. Mais moi, j'ai retenu un petit extrait. Donc, c'est un extrait que tu nous partages de tes écrits. Donc, tu fais un petit peu de journaling, etc. Il y a 2-3 phrases qui m'ont un peu interpellée. Et pour nous mettre dans le contexte, j'aimerais bien du coup te citer. Tu dis 2024, c'est l'année où j'ai eu la sensation de me noyer constamment, où je me suis retrouvée à pleurer plusieurs fois par jour, l'année où j'ai dit à tout le monde que j'allais bien alors que rien n'allait, où je ne suis plus arrivée à me faire confiance. Donc ces mots sont forts. Et avec Clémentine, on voulait revenir avec toi un petit peu sur tous les éléments de 2024 qui t'ont amené à avoir ce genre de pensée quelque part. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors, ce serait, je sais pas par où commencer, mais je vais me raccrocher à la porte que tu viens de m'ouvrir. Cette partie journaling, j'ai beaucoup hésité à la mettre dans l'épisode de podcast parce qu'il y avait déjà un espèce de décalage entre la personne que je me sentais être sur le moment quand j'ai écrit ces mots et puis la personne que j'étais quand j'ai enregistré cet épisode de podcast, parce que je commençais à remonter la pente, je me sentais quand même mieux et du coup je me disais: «Oh là là, mais quel drama queen» en relisant mes notes, et en même temps je me souviens de moments très symboliques, on pourra en parler, au cours de l'année 2024 où en fait je me suis même pas reconnue, je me suis fait peur aussi. Je pense que j'ai fait peur à mes proches à certains moments, et en fait c'était pour moi important de lire ces mots dans le sens où voilà comment se sent vraiment une personne, où parfois, et c'est beaucoup le retour qu'on m'a fait, tout semble aller bien sur les réseaux sociaux, ou alors tout semble à peu près aller, même si on remarque un micro-changement, la personne elle est un peu moins présente, ou on lui trouve les traits un peu plus tirés ou blafards quand elle fait des stories, mais en fait derrière elle peut être en détresse totale. Alors, j'ai de la chance parce que j'étais très très bien entourée, mais c'était plutôt un appel à la vigilance, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur les créateurs qu'on adore suivre, les entrepreneurs, il y en a tellement que je connais qui chialent mais tout le temps, qui revivent des énormes remises en question, et très peu qui disent vraiment les mots qui les marquent et qui les caractérisent à un moment T. Donc c'était un peu ma volonté, et c'est marrant que tu rebondisses là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça, qui m'ont recontacté sur Instagram avec certaines phrases qui les a marquées, qui m'ont fait ce retour, on n'aurait pas dit. Bah oui, parce qu'effectivement, on est aussi en business, même si on est là pour partager notre marque personnelle, comme on est. L'idée, c'est pas non plus je trouverais que c'était un manque de pudeur de déverser complètement et de vomir notre état émotionnel brut tel qu'il est sur la place publique, quoi, tu vois. En tout cas, moi, ma pudeur ne m'encourageait pas à faire ça. Mais Et pour c'est répondre pour du ça coup à ta qu'on a créé question, le podcast de la loose, du coup. voilà. Mais non, mais tout le monde, mon année 2024 a parfaitement sa place ici. Il n'y a pas de problème. Bref, je suis un peu longue. Pour répondre à ta question, sur l'année 2024, j'ai enchaîné énormément de galères, que ce soit côté pro ou perso. Il y a eu aussi de très très beaux moments dans cette année, donc il faut pas, faut aussi rééquilibrer la balance parce que c'est là où j'ai vécu le plus de galères de ma life, et en même temps c'est là où j'ai vécu les plus grands moments de bonheur parce que j'ai commencé une nouvelle relation après 7 ans de célibat qui se passait extrêmement bien avec littéralement un prince charmant, etc. Donc il faut aussi remettre l'église au centre du village, tel que tu le dis. Mais voilà, je pourrais faire une liste longue comme le bras de tout ce qui s'est passé. En fait, c'est compliqué de tout citer, mais en fait, c'est ces moments où tu as l'impression que l'univers s'est ligué contre toi et que quelque part, j'ai presque une croyance qui s'est installée à un moment de me dire: «Mais en fait, tout s'est tellement bien passé les années, passées qu'il fallait que je paye» entre guillemets à un moment ce qui s'était passé. Comme si l'univers voulait rétablir un certain équilibre en mode: «Ne prends pas trop la confiance ma cocotte, tu as eu 3-4 années de bliss et où tout allait bien, là je te fais payer un peu les pots cassés». Évidemment que la vie fonctionne pas comme ça, mais c'est un peu comme ça, je l'ai vu comme un acharnement du sort. Et j'ai une période très précise en tête où je peux commencer à faire cette liste. C'était pendant le lancement de la BSB Academy, du coup 2024. Alors déjà, en commençant l'année, je me souviens parfaitement d'avoir eu beaucoup de mal à vivre la transition 2023-2024 parce que j'étais tellement fatiguée, tellement dans le rush, avec tellement de projets que déjà j'ai pas pris le temps de vivre ma transition, j'ai pas pris le temps de planifier mon année. Et je m'en suis rendu compte pas plus tard qu'hier, parce que comme je faisais la présentation pour l'équipe The Bee Boost de ce qu'allait être notre année 2025, c'était l'occasion de se repencher sur les objectifs que j'avais fixés pour l'équipe en 2024. Et ben figure-toi que parfois le maître est le plus mauvais élève, mais aucun de mes objectifs n'était chiffré, quantifiable en mode smart. C'était que des trucs qui ne voulaient rien dire. Et je me dis, mais à quel moment j'étais capable non seulement d'écrire ça, de me fixer ça comme objectif, mais surtout de les transmettre à mon équipe en mode oui, tout va bien. Notre objectif, c'était être leader sur le marché. Hein, mais ça veut dire quoi être leader sur le marché, tu vois? Tout donner et tout péter. Waouh, quel objectif! Belle intention, mais pas bel objectif. Et du coup, vraiment, j'ai commencé cette année 2024 sur les chapeaux de roue en ayant l'impression que l'année débarquait dans ma vie sans que je sois prête.
Donc tout s'est accéléré et je subissais le déroulé des événements, les objectifs que je m'étais fixés, plus que j'en étais actrice et donc j'étais plutôt en réaction plutôt qu'en action. Et quand on est arrivé au moment du lancement de la BSB, j'étais pas prête. J'étais pas prête à vendre, j'étais épuisée, fatiguée, mon focus éparpillé de partout et c'est là que toutes les merdes se sont enchaînées. Je sais que pendant la semaine du lancement, j'ai eu un énorme dégât des eaux dans mon appartement, mais quand je dis énorme, c'est que quand il pleuvait dans mon appartement, j'avais des seaux, j'avais des bassines, internet me lâchait en plein milieu du lancement plusieurs fois. Il y a le site internet de mon autre entreprise Postadem qui a complètement craché et il fallait tout récupérer. En fait, au final, ça a été une refonte de 6 mois parce qu'il y avait tout qui avait pété, c'était pas juste un problème à régler. J'ai mon chauffe-eau aussi qui a lâché, je me suis retrouvée sans eau chaude pendant quasiment toute la semaine du lancement. Et en plus de ça, quand j'ai fait venir le technicien pour le chauffe-eau, il m'a dit il faut le remplacer, mais c'est très dangereux parce que ça goutte en fait sur vos circuits électriques. Donc je coupe l'électricité dans l'appartement en attendant qu'on puisse venir remplacer le chauffe-eau, donc j'avais pas d'électricité, j'avais pas d'eau chaude. Et en fait, quand tout ça s'était terminé, donc déjà c'était beaucoup parce que essaye de vivre un lancement qui est déjà très éprouvant, vous le savez vous-même, dans ces conditions-là. Mais quand tout s'est terminé, je crois quelques jours après la fin de mon lancement, j'ai eu un énorme accident de moto où en fait on s'est fait faucher par une voiture à l'arrière avec mon compagnon et on a eu la peur de notre vie. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on s'en est tiré sans rien de grave. Mais en fait, ça a été un choc émotionnel ultra brutal et je pense que je l'ai vraiment vécu comme un appel de l'univers en mode putain, il y a un truc qui va pas en fait là. Il y a trop de signaux, il y a trop d'enchaînements. Et là, tout ce que je vous dis, c'est sur l'espace de 10-15 jours en fait. Et je me dis, mais en fait, déjà, quand est-ce que ça s'arrête? Et puis surtout, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les questions que j'ai besoin de me poser? Et ouais, ça a été ça toute l'année en fait. Oui, il y a peut-être 2-3 semaines où ça allait mieux, mais en fait, toute l'année, ça a été un enchaînement d'incidents, de merde perso, de grosses déconvenues pro aussi. Et moi, au milieu, qui me sentais complètement brûlée en termes d'énergie, complètement surmenée, avec en plus cette pression que je me suis mise de devoir cacher ce qui se passait pour être la leader que mes équipes méritaient, pour pouvoir être la créatrice de contenu sur les réseaux sociaux dont les gens avaient besoin, en tout cas c'est ce que je me racontais. Et en fait, du coup, j'ai censuré tout ce qui se passait, j'en ai parlé à personne, jusqu'au moment où, qu'est-ce qui se passe quand on retient comme une cocotte minute ce genre de choses? Et en fait, je me suis effondrée. Ça, c'était pendant l'été 2024. Je me suis littéralement effondrée, quoi. Je pense qu'on reviendra sur le passage de l'été. Est-ce qu'on peut revenir juste sur le lancement de la BSB pour recontextualiser? Si je dis pas de bêtises, tu avais fait une refonte aussi du programme de la BSB cette année. Ah oui, bien sûr. Donc, charge Toujours de travail plus. supplémentaire, évidemment. Et pour ceux qui te découvriraient, parce qu'il doit peut-être encore en exister, si je dis pas de bêtises non plus, le lancement de la BSB Academy représente une grosse part de ton chiffre d'affaires en termes de business model, de stratégie, etc. Comment tu fais pour rester focus sur le lancement de la BSB? Comment tu fais pour gérer toutes ces merdes qui t'arrivent? Parce que tu sais que derrière, tu as la pression de faire potentiellement ton plus gros chiffre d'affaires à cet instant précis, quoi. Ouais, là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, c'est que ce lancement n'a pas été une réussite. Alors, ça a été une réussite parce que, entre la refonte et la promo extraordinaire qu'on a construite, j'ai vraiment trouvé que c'était une très, très belle édition de la BSB. Par contre, j'ai pas atteint mes objectifs en termes de chiffre d'affaires sur ce lancement-là. Donc, c'était une pression, une déconvenue et quelque part, on pourra en reparler beaucoup. Mais moi, je fais la petite aparté. Je sais pas si vous avez lu le livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Voilà, moi, ma blessure à moi, quand j'ai fait mon petit test, etc., c'est la blessure un peu de la honte, tu vois, de l'humiliation, etc. Et en fait, du coup, je ressens beaucoup la honte, surtout quand je n'atteins pas les objectifs que je me fixe, même si ceux-là sont réalistes. Là, c'était pas des objectifs irréalistes, et c'était très réaliste, mais en fait, entre forcément, ça m'a impacté, tu vois. J'avais du mal à faire des stories, ne serait-ce que pour vendre. Je pense que quand je faisais des stories, ça se sentait que j'y croyais pas. Et c'est pas que je croyais pas en mon produit, c'est juste que j'étais tellement débordée dans mon quotidien que devoir donner le change et jouer un rôle de oh là là, je suis la meilleure vendeuse de la meilleure formation. En fait, non, il y a un truc qui matchait pas émotionnellement. Et en fait, du coup, je pense que tout ça mis de bout à bout, plus le retard que j'ai pris dans la préparation, avec tous les problèmes que j'ai rencontrés, avec mon énergie qui était très fluctuante aussi, a fait qu'on a fait un lancement avec peut-être 20% de moins en termes de résultats que ce qu'on voulait. Sauf que 20% de moins dans mon univers et dans mes objectifs, ça se compte en centaines de milliers d'euros. En fait, c'est 200 000 euros de moins. Donc, ça plombe énormément un chiffre d'affaires. Donc, ça a été une belle promotion, mais ça n'a pas été un beau lancement. Et c'est marrant. Tu disais dans ton épisode de podcast que tu te sentais noyée, enfin, que c'était l'année où tu t'étais sentie noyée. Tu as eu des problèmes de dégâts des eaux en plus, donc la symbolique est un peu rigolote, entre guillemets. Mais est-ce que tu penses que
Parce que tu nous dis: «J'ai l'impression que tout m'est tombé sur la gueule», genre tout s'est bien passé pendant plusieurs années et là tout m'est tombé dessus. Ouais. Est-ce que ça peut, est-ce que tu as l'impression que le rythme que tu as eu les années précédentes peut aussi t'avoir mené à ce qu'à un moment, bah, tu tires un peu trop la corde et que ça lâche? Ou est-ce que vraiment c'est tombé comme ça, du jour au lendemain entre guillemets? Je pense que c'est les 2. Je pense que dans la vie, il y a des moments aussi où pour une raison inexplicable voilà, c'est des fois ça arrive. Il y a certains appellent ça la loi de Murphy. Il y a des moments où tout ce qui doit mal tourner, tourne mal. Mais littéralement, même les choses que tu n'avais pas imaginées, genre, excuse-moi, mais le coup du chauffe-eau qui lâche, mais qui en plus pourrit ton circuit électrique, où tu te retrouves sans électricité, sans eau chaude, je l'avais pas vu venir celui-ci. C'est un mauvais Hem sketch ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Et du coup, je me souviens, je demandais à une amie: «Je peux venir prendre mes douches chez toi et tout?» Enfin, c'est n'importe quoi en plein lancement, quoi. Hem, je pense que oui, il y a eu un enchaînement de choses qui ont fait que quelle que soit la personne et son niveau d'énergie, bah, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer d'un seul coup et bah, ça a une influence sur ton quotidien, et cetera. Mais je pense que, et ça c'est peut-être la leçon que j'ai apprise en 2024, moi j'ai toujours eu un gros problème à gérer mon énergie avec une espèce de croyance inconsciente de la moindre once d'énergie que j'ai doit être utilisée pour faire quelque chose de productif. Donc moi en l'occurrence c'était le business, mais vraiment ce truc de je n'ai pas le droit d'avoir de l'énergie et de la garder pour moi-même. Si j'ai de l'énergie à la fin de la journée, c'est parce que ma journée n'a pas été assez productive, j'ai pas assez donné, etc. Sauf que quand tu vis avec cet adage, comme évidemment tu ne peux pas vider ta batterie de la journée pile poil à 0%, tu la vis toujours à moins 1, moins 2, moins 3% de ce qu'elle avait en début de journée. Bah, en fait, accumule ça sur les années et tu arrives à constamment je me brûle, puis je fais des cycles infernaux de oh ça va mieux, trop bien, je reprends. Tu sais, c'est ces gens qui sont malades, mais quand ils prennent un Doliprane, se sentent tellement bien qu'ils commencent à faire plein de trucs et tout, machin, machin. Puis on dit, je vois que ça te parle, tu vois. Et en fait, alors que non, tu prends ton Doliprane, mais tu te reposes parce que tu es en train de reconstituer tes réserves. Donc ouais, je pense que c'est vraiment, une accumulation des deux. Et est-ce qu'il y a eu un moment pendant justement la période du lancement où du coup t'enchaînes toutes ces galères-là, etc., où tu t'es dit stop, j'arrête, je coupe mon lancement, je le décale à plus tard, ou t'as pas du tout eu ces pensées-là, t'es resté focus jusqu'au bout? Alors non, pas pendant le lancement. Par contre, un mois avant le lancement, je sentais que c'était compliqué en termes d'énergie. C'était avant qu'il y ait toutes les galères perso parce que c'est l'anecdote sur le moment, c'était pas drôle, mais c'est quand même maintenant drôle à raconter. Mais avant, je sentais qu'en termes d'énergie, j'étais pas au top, qu'en termes de présence, j'étais pas au top et que c'était dangereux pour moi de trop donner dans ce lancement-là en termes de burn-out, d'épuisement, et cetera. Sachant qu'après, comme tu l'as très bien, souligné, j'avais toute une refonte du programme à faire au fur et à mesure que le programme sortait, plus 400 élèves à accompagner aussi, avec un live quotidien, parce que je faisais un live par jour, tous les jours, pour accompagner les élèves. Et donc je me dis, si je brûle tout pendant le lancement et que je pète juste après, je ruine, je ruine toute ma promo. Voilà. Et donc du coup, j'avais fait un call avec mes équipes en leur disant, écoutez les filles, franchement, je me sens pas bien en ce moment. Je vais être très très honnête avec vous, je me sens pas bien. Je sens que je suis un peu au bout en termes d'énergie. Il y a des choses qui me pompent une énergie et une bande passante mentale, émotionnelle et physique de dingue à côté. J'aimerais pouvoir être à 100% sur ce lancement, c'est pas le cas. Donc on va réduire nos objectifs de lancement. Donc en fait, on avait réduit déjà nos objectifs de lancement un mois avant pour s'adapter au contexte, etc. Et même comme ça, on n'a pas vraiment atteint nos objectifs. Presque, hein, mais pas vraiment. Du coup, tu disais, ouais, si en plus le fait de pas atteindre des objectifs, c'est vraiment une honte pour toi, enfin, tu as vraiment ce sentiment de, j'ai quoi? J'ai échoué, j'ai mal fait ou j'aurais pu donner encore plus ou enfin, comme tu disais, tu avais cette culpabilité tout à l'heure de: «Il faut que je montre ce rôle de leader du marché et cetera» et là, si j'y arrive pas, est-ce qu'il y a ces remises en question de parce que justement, tu as cette place et tu as pris cette place quand même, depuis ces dernières années de leader sur le business et cetera. Est-ce que tu as eu ce truc de: «Putain, c'est mon image, ça, c'est moi normalement, alors qu'est-ce qui se passe, maintenant que ça marche moins bien?» Il y a eu toutes ces remises en question. Il y a eu le côté, maintenant que j'ai gagné une place sur le marché, il faut que je la maintienne à tout prix. J'ai une image aussi à conserver. Il y a une part de vérité là-dedans, mais il y a aussi, je pense, une part de moi qui a exagéré un petit peu la chose et je pense que moi, ce qui me touche le plus dans cette blessure de la honte et de l'échec et cetera, c'est vraiment le regard et l'appréciation des autres et même si la partie logique de mon cerveau, c'est que, les gens, s'ils jugent, déjà ils jugent et on s'en fout. Il y en a beaucoup qui jugent pas parce qu'ils se reconnaissent ou qui se disent: «Bon, je vois que même les autres ne sont pas, des super-héros» et quelque part ça les rassure aussi de se dire: «Moi aussi ça me donne le droit d'échouer». Mais j'ai un exemple tout récent à vous partager, celui-là c'est 2025 mais c'est on va dire le 5 janvier 2025 donc on lui pardonnera. Mais
c'est un exemple dans ma vie perso où me suis confrontée volontairement à ça. En fait, il y a 3 mois, il faut savoir que mon chéri s'inscrit pour le 10 km de la promenade de Nice, qui est donc une grosse course très connue où on est censé courir 10 km. Il me dit, est-ce que tu veux la courir avec moi? J'ai engrainé plein de potes, etc. Et moi, là, je me vois dire oui. Moi qui ne cours pas, qui déteste le sport, qui n'en a pas fait depuis 10 ans, etc. Oui, bien sûr, mon chéri, dans 3 mois, je cours 10 km avec toi. Et je me suis beau dit, écoute, l'amour. ouais, voilà, je crois que c'est beau l'amour, c'est beau le déni aussi, peut-être. Et je me suis dit, ok, du coup, il me reste 3 mois pour m'entraîner, ça va être dur. Je suis pas sûre de le finir. Peut-être que je finirai en rampant, tu vois. Mais c'est, on va dire, une bonne excuse pour se remettre au sport. J'ai jamais fait de course en mode, pas compétition, mais en mode une vraie course officielle, quoi. C'est pas juste toi qui cours sur le bitume. Et je me dis, puis voilà. Bref, c'était l'excuse un peu pour se remettre au sport et se remettre en activité. Sauf que je me suis entraînée, évidemment, comme tout le monde. La première semaine, 3 entraînements. La deuxième semaine, 2 entraînements. La troisième semaine, plus rien. Et plus rien du tout. Arrive le jour de la course avec tout le monde. Et en fait, j'en parlais avec mon mec la veille et je dis, écoute, franchement, je me suis pas entraînée, je prends ma responsabilité, j'avais qu'à le faire, etc. Oui, on a eu des mois très mouvementés, beaucoup d'allers-retours à Paris, etc. Enfin, on a fait que bouger, on a été épuisés, etc. Et je dis, bon, je vais les faire, même si je dois marcher, même si ça doit me prendre 2 heures, mais j'ai envie de donner mon maximum parce que j'ai envie de me confronter à l'échec, parce que j'ai envie de me confronter à mes limites, qu'elles soient psychologiques, mentales ou physiques, et j'ai envie de voir comment je réagis dans ce contexte-là. Donc en fait, j'allais chercher l'inconfort et j'allais chercher l'échec. Sauf qu'entre le dire, où c'est un très beau discours, on se dit oh waouh, quel mental de ouf, et le vivre, la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Cette course, c'était je crois, le pire moment de ma vie. Vraiment, j'étais pas heureuse de la manière dont non seulement j'ai vécu, enfin bref, j'ai pas du tout aimé ma performance, etc. Mais surtout la manière dont je me suis comportée face à l'échec. Je pense que j'étais imbuvable pour mon groupe de potes et pour mon mec. Mais voilà, je vais raconter une anecdote. Enfin, il m'est arrivé plein d'aventures pendant cette course. Mais vraiment, ça a été une histoire dans l'histoire. Tu vois, il y a un moment, j'ai tellement envie de faire pipi que j'ai dû aller dans un hôtel. Du coup, j'ai perdu 5 minutes. La meuf, elle a quitté la course pour aller dans un hôtel. Elle est revenue dans la course après. Enfin, j'ai fait ma life. Il y a un autre moment, à peu près aux 5 km, il fallait boire un verre d'eau. Et puis, évidemment, du coup, enfin, je sais pas pourquoi, j'avais pas pris d'écouteurs, donc je courais dans le silence, quoi. Aux 5 km, il donnait un verre d'eau, sauf que l'eau était tellement froide, ça m'a paralysé la gorge et je pouvais plus respirer pendant quelques minutes, donc j'ai dû attendre, voilà. Et en fait, quand j'arrivais à peu près au 8e, 9e kilomètre, donc vraiment, j'étais au bout de ma life, genre j'avais envie de pleurer, mais vraiment, je sentais que je me poussais au bout. Mais il y avait une petite once de fierté de me dire j'ai fini, mais l'énorme sentiment de honte de me dire bah tout le monde a fini, parce qu'on était un groupe de 10, tout le monde a déjà fini, même les gens qui ont 10 ans de plus que moi, même les gens qui se sont pas entraînés, tout le monde a déjà fini et je suis la dernière. Et pour Aline, la sensation d'être la dernière, elle est très très dure à vivre. Donc franchement, je pleurais un peu de rage à ce moment-là, mais genre vraiment comme ça. J'ai vu les photos de la course. Jamais elles ne sortiront de mon ordinateur. Je renie ces photos, elles n'ont jamais existé tout. Et à ce moment-là, j'ai une pensée qui m'arrive entre le 8e et le 9e kilomètre de putain, mon mec, il est pas là. Il est en train de s'éclater avec nos potes. Et là, il y avait un double discours dans ma tête en mode ce con, il a intérêt à venir me chercher pour faire le dernier kilomètre avec moi. Sinon, je lui en veux à mort. Et l'autre discours, c'était il a pas intérêt à se pointer et à me voir dans cet état. Sinon, je lui en veux à mort. Donc, le pauvre miskin, quoi qu'il arrive, il était perdant. Sauf qu'il a été très intelligent et il a privilégié la réaction de la Aline post-émotion. Et il est évidemment venu me chercher pour qu'on fasse le dernier kilomètre ensemble. Trop cool, trop mignon, etc. Sauf que moi, j'ai en mode non, touche-moi pas, parle-moi pas, laisse-moi tranquille, cours derrière, tu vois. Voilà, il voulait me prendre la main pour passer à la ligne d'arrivée. J'étais en mode non, c'est ma course, c'est pas la tienne, tu vois. Bref, franchement, j'étais une sorcière. Et en fait, au moment où je franchis la ligne d'arrivée, bon, il y a le mode je l'ai fait, mais en fait, le mode je l'ai fait qui a été couvert par la honte du temps que j'avais fait, du score que j'avais fait. Et genre, je me rappelle, je me suis assise dans le gazon juste après. Bah, déjà, j'aurais eu de vomir tellement l'effort avait été intense. Et en fait, je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Et j'ai pleuré, je pense, pendant 20 minutes sans pouvoir m'arrêter. Je pense qu'il y avait l'émotion, l'effort, etc. Mais aussi bah, la honte de la performance qui avait été donnée. Alors qu'avec le recul, tu dis, bah, quelqu'un qui s'est pas entraîné, qui court 10 km comme ça d'un coup, bah, en fait, voilà quoi. Enfin, c'est pas si mal. Je suis quand même assez fière de moi avec le recul. Et en fait, quand après, on a rejoint le groupe d'amis qui s'entendent, mais Aline, mais tu l'as fait et tout. Moi, j'interprétais ça comme de la condescendance, mais tellement j'étais en mode, je vais pas en parler, laissez-moi tranquille. Et vraiment, j'ai envoyé chier tout le monde. Après, voilà, les émotions se sont calmées, je me suis excusée, on a pu en parler, j'ai pu relativiser les choses, mais vraiment, c'est ce moment où tu vas te confronter à la pire sensation que tu peux ressentir. Donc moi, encore une fois, c'était la honte, l'échec, etc. Même si tu vas chercher ça volontairement, le vivre n'est pas plus agréable du tout. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur moi à travers cette expérience. Voilà, c'était la petite anecdote.
Ah bah la course, t'en apprends beaucoup sur toi, hein. Mais si ça peut te rassurer, moi aussi. Bon alors c'était sur un marathon, mais moi aussi je suis devenue sorcière, hein. Mon mec il était à côté de moi, je fais me parle pas, là je suis moi avec moi-même, là laisse-moi tranquille. C'est un combat intérieur qui est en train de se faire. C'était Mais exactement ça. mais euh, mais c'est sûr qu'en vrai quand on relativise 10 kilomètres, c'est énorme, surtout quand tu t'es pas entraîné littéralement. Mais je pense que en fait tu t'es confronté à l'échec ou à l'inconfort, mais en fait peut-être trop fort justement par rapport à tu sais, c'est un peu comme quand on parle dans les phobies ou l'anxiété, il faut s'exposer un petit peu, tu vois, à ce qui te fait peur, à ce qui t'angoisse, parce que c'est comme ça que tu commences à surmonter. Et là, en fait, si tu as une espèce de phobie de l'échec, une espèce de phobie de la honte, entre guillemets, c'était peut-être un peu trop, tu vois, par rapport à ce que tu étais prête à supporter. Et parce que c'est violent quand même de se dire je suis la dernière de mon groupe de potes, alors qu'en vrai, c'est génial d'avoir ne serait-ce que couru rien que pour soi et de faire une course, etc. Mais ça peut être super violent de se dire ouais, c'est ça, je suis la dernière, j'ai mis, j'en sais rien, 2 heures pour faire mes 10 kilomètres, 2 heures et demie, on s'en fout complètement, mais euh, ça peut être super violent. Donc peut-être que c'était trop, mais en même temps, c'est une super dynamique quand même, je trouve, d'avoir voulu se dire bon, bah j'y vais et j'essaye de prendre la responsabilité de ce qui va se passer en tout cas. C'était exactement ça. Je suis sûre, il y en a plein qui auraient abandonné avant même d'avoir commencé. Moi, la première, typiquement, tu me dis va courir 10 kilomètres, je te dis t'es bien mignonne, mais non quoi. Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Bah, je t'avoue que je pleure. Mais je termine pas cette course. No way, quoi, tu vois. Et du coup, je perds 5 minutes dans l'hôtel parce que j'essayais de trouver le bon étage avec les toilettes, je trouvais pas, je suis montée au 7e, redescendue au sous-sol, enfin, c'était un bordel. Et, et en fait, quand je suis ressortie, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, tu te sens un peu mieux, fais au moins 5 kilomètres et après, va pleurer dans ton coworking, quoi, tu vois. Et en fait, aux 5 kilomètres, tu te dis, bon, bah, j'ai fait la moitié, je peux bien faire l'autre. Et en fait, je pensais pas, franchement, je pensais pas le terminer. Je pensais abandonner. Et je ne sais pas pourquoi, intervention divine, certainement, j'ai terminé le truc. Ouais, mais il y a une fierté quand même. Ok, il y a le côté, vas-y, c'est la honte, mais t'as quand même un autre côté de toi, une fierté, genre, attends, tu rigoles ou quoi? J'ai déjà commencé, je suis déjà en train de souffrir, je me suis lancée là-dedans. Et puis surtout, si tu nous dis que t'as ce truc de, vas-y, je me donne à fond, on y va. Bah, elle était là, la petite voix. Bon, elle était un peu surmontée par, putain, ça me fait chier, je suis en train de souffrir de ouf, là, c'est insupportable, j'ai froid, j'ai faim, j'ai envie de pisser et tout. Mais il y a la petite fierté qui est là, genre, non, on y va. Tant pis. Même si et c'est plutôt pas mal. Bah, en fait, tu as fait comme dans le business, je pense, tu as segmenté sans vraiment t'en rendre trop compte. OK, j'ai fait 5 kilomètres. Allez, vas-y, maintenant je vais en faire, peut-être un de plus. Allez, encore un de plus, petit pas par petit pas et comme ça, tu as eu ta jolie médaille quand même, quoi J'ai eu qu'il arrive. ma première et jolie médaille, voilà. Trop bien, OK, merci. Mais en tout cas, merci de partager parce que j'ai vu tes stories, Insta sur la course et je me suis fait la réflexion et c'est ça qui est rigolo, tu parlais de ce qu'on voit sur les réseaux, on a l'impression que tout va bien, tout est beau. Je me suis dit: «Putain, visiblement elle a géré son 10 kilomètres, ça a l'air de s'être trop bien passé» et donc je suis contente de voir l'envers du décor. Mais je vous ai même pas dit, en fait, il y avait un truc, je vous ai pas dit, mais comme ça, je vous dis tout. Mais quand mon mec, il est venu me chercher, en fait, j'ai eu un tel sentiment d'échec et de honte en le voyant que, en fait, j'ai fait une crise d'angoisse pour la première fois de ma vie. Quand j'ai une crise d'angoisse, c'est que j'ai dû m'arrêter et j'avais des rage, je faisais et je n'arrivais même plus à respirer pendant 2-3 minutes. Les gens s'arrêtaient pour me demander s'il fallait appeler les secours parce qu'ils pensaient que j'étais enfin, je pense que j'ai fait une crise de panique, en fait. Et ça a duré 2 minutes et après, j'ai réussi à reprendre mon souffle et à recourir, quoi. Sur le moment, j'ai même cru que je faisais de l'asthme et après je me disais: «Mais Aline, tu fais pas d'asthme», tu vois? Enfin, parce qu'en fait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à respirer, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je pense que j'ai fait une crise de panique, en fait, tout simplement. Enfin voilà, bref, jusqu'au bout, et mon mec était en mode: «Bah super, tu vois, tu fais une crise de panique, génial, quoi». Faites du sport, ça fait du bien pour la santé mentale. Apparemment. Mais par contre, j'aime beaucoup ton analyse de dire, même quand tu as un objectif qui te semble insurmontable et que tu as pas envie d'y aller tellement tu as peur d'échouer et cetera, malgré toute la préparation mentale que j'ai pu me faire, j'étais en PLS quand même, mais effectivement, de le découper, chose qu'apparemment j'ai faite inconsciemment, de me dire: «Bon, bah, je cours jusqu'aux toilettes. Après, bon, bah, je cours jusqu'aux 5K. Après, bon, bah, ça va, je peux le terminer maintenant que j'ai fait la moitié». Bah, je pense que ça m'a aidé inconsciemment. Mais merci d'avoir mis le doigt dessus, je l'avais pas, vu comme Bah, ça. tu vois, tout à l'heure, tu nous disais, j'ai profondément confiance en moi, mais il y a des moments où, bah, je pense que cette confiance profonde, vas-y, arrête, tu peux y arriver, tu le sais, a aidé à avoir ce petit pas de plus à chaque fois, de se dire, ah, on va y aller quand même, même si, comme tu l'as dit, même si tu rampes, même si tu,
Moi, pendant un marathon, j'ai fait des pas chassés tellement j'avais mal et tout. Mais pareil, j'étais genre, non, tu termines. Mais gros combat intérieur. Mais du coup, je pense que tu as cette grosse confiance en toi qui te permet de, allez, tant pis. Tant pis si je suis en train d'y De aller clamser sur le bitume. tant pis si je frôle le bitume, voilà, mais j'y arriverai. Mais c'est génial. Enfin, c'est intense. Le sport, je pense en général, c'est intense pour justement le mental et venir te confronter à tout ce que tu n'as pas envie et surtout à l'échec. Mais c'est une belle épreuve. Et comment t'en ressors du coup par rapport à ça? Est-ce que tu avais déjà ressenti d'ailleurs cet échec, cette honte dans le business ou là c'était encore pire? Enfin, est-ce que tu peux relier au business ou tu peux faire le parallèle? Je pense que je l'avais peut-être déjà ressenti à certains moments très précis dans le business, mais que c'était la première fois où je m'y confrontais volontairement en me disant je vais dans une situation où il y a plus de chances que j'échoue que je réussis. En tout cas, dans mon interprétation de ce qu'est l'échec, etc. Alors que je pense que dans le business, il y a toujours une partie de moi qui a souvent joué dans sa zone de confort. Alors heureusement, ma zone de confort est très grande en business VS. Voilà, je pense qu'on a tous des zones de confort plus grandes ou plus contractées en fonction des thématiques. La mienne est très grande, mais je pense que la majorité du temps, je suis restée tout le temps dans ma zone de confort. Et là, clairement, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, non, voilà, faisons les choses différemment. Et si du coup, on réaxe un petit peu sur l'aspect business, est-ce qu'il y a un moment dans l'année 2024 où tu t'es sorti, justement, de cette fameuse zone de confort? Est-ce que tu as eu ce sentiment de prendre des risques à un moment donné ou peut-être de ne plus rien contrôler de ce qui arrivait, etc. Parce que déjà sur la partie lancement BSB, on a compris qu'il y avait quand même pas mal d'éléments extérieurs finalement à ton business qui étaient venus impacter. Est-ce que tu as eu ce sentiment voilà, de perdre le contrôle ou d'aller dans une zone où tu n'as pas l'habitude d'aller, quoi? Mmh. Mon premier réflexe, c'est de dire, oui, parce qu'à un moment, j'ai racheté une entreprise sans savoir si j'en étais capable. Donc là, je pense que ça a été une grosse sortie de zone de confort. Sinon, dans The Bee Boost, non, j'ai pas eu cette sensation-là. Il y a des moments qui étaient très difficiles. Je pense que les conséquences, elles ont plutôt, eu lieu, côté perso après. Mais par contre, au sein du business, The Bee Boost, cette année, j'ai pas forcément fait d'énormes, pas sur le côté ou pris d'énormes risques. C'est quelque chose que je vais plutôt faire en 2025. Donc ça, je suis assez excitée, à cette idée-là. Mais je pense que pareil, j'avais aussi une conscience de ce qui se passait à côté, y compris dans le perso, conscience de mes responsabilités envers mes salariés, envers mon équipe, consciente que, bah, la ligne allait pas être, simple et du coup de me dire: «Bah, c'est pas le moment de tenter, le tout pour le tout», quoi. Ouais, est-ce que du coup, le fait de rester entre guillemets dans ta zone de confort au niveau de The Bee Boost, c'est pas ce qui t'a finalement, euh, entre guillemets, déclenché le fait de pas atteindre tous tes objectifs ou de pas être 100% satisfaite de ton année, quoi, finalement? Bah, ça, c'est une vraie question. Tu vois, quand j'y réfléchis, quand j'ai fait le bilan de mon année 2024, je pense que tu peux pas sortir de ta zone de confort dans tous les domaines de ta vie en même temps. C'est juste littéralement impossible. Ou alors c'est vraiment un casse-gueule, les gens qui font ça ont toute mon admiration, mais je pense que c'est plus un casse-gueule, en tout cas pour moi, qu'autre chose. Est-ce que si j'avais mis tout mon focus, que j'avais eu aucun souci à côté de The Bee Boost et que j'avais été 100 dans le business, je pense que dans cette dynamique-là, j'aurais pris des décisions un peu radicales en cours d'année pour rectifier le tir, pour, mettons, lancer un nouveau produit où là, oui, je serais sortie dans ma zone de confort. Mais je pense que j'étais dans un contexte et un environnement où il y a tellement de choses qui étaient bancales à côté que je me suis dit: «Si ça, en plus, ça devient bancal, je prends un énorme risque où il y a plus de risques que tout s'effondre, VS que, je redresse la barre, avec, un espèce de saut dans le vide», quoi, tu vois? Donc on ne saura jamais la réponse à cette question. Ouais, je pense Oui, mais que c'est l'important, c'est de intéressant prendre d'avoir des la décisions, réflexion, je pense, ouais. à ce niveau-là. Et du coup, j'ai une autre question aussi qui a un rapport sans trop avoir de rapport. Mais c'est surtout par rapport au niveau du marché économique actuel, parce que toi, t'as popé il y a quelques années, 3-4 ans facilement, là où t'as explosé, tu vois. Donc on sortait de Covid, où on était en plein dedans, le développement de la formation en ligne, etc. T'as pris ta place sur le marché, ça a très très bien fonctionné pour toi. Aujourd'hui, 2024-2025, on a de plus en plus de gens qui sont lancés à leur compte, qui ont lancé des programmes de formation en ligne, des coachs business en veux-tu, en voilà, etc. Est-ce que ce changement aussi de marché peut avoir influencé de près ou de loin les résultats que tu as eus et notamment vis-à-vis sur le lancement de la BSB? Totalement, à 200. Je suis la dernière à avoir envie de dire, «C'est pas ma faute, c'est la faute du marché». Mais je pense que c'était la pire année pour vivre tout ce que j'ai vécu.
Voilà, le contexte n'a pas aidé, le contexte a été un facteur supplémentaire. Mais oui, clairement, tous les entrepreneurs que je connais, quand je leur parle de leur année 2024, il y en a qui ont eu une très belle année, et heureusement parce qu'il en faut, mais ils restent minoritaires par rapport à ceux qui ont vraiment senti cette contraction du marché, qui ont vraiment vu une baisse en termes de chiffre d'affaires, en termes d'intérêt, en termes d'audience. Et bon, bah, sur le moment, c'est un peu dur à vivre, à comprendre, mais après, quand tu reprends pied, tu dis c'est plutôt excitant parce qu'on est en train de vivre un tournant assez génial où, bah, effectivement, c'est un peu la mort des formations en ligne que j'appelle descendantes, où les gens, ben, ils se contentent d'apprendre et d'implémenter un peu comme à l'école. Et en fait, on est en train d'arriver sur des formats hybrides où il y a de l'accompagnement, il y a du done for you ou done with you en plus, que les gens demandent beaucoup. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui va sortir de tout ça. Ok, donc début d'année sous l'eau littéralement, enfin l'année dernière et puis là même cette année sous l'eau, sous l'eau, sous la sueur. Mais donc début d'année 2024 sous l'eau. Donc le lancement se passe pas exactement comme espéré. Derrière, qu'est-ce qui se passe quand le lancement est terminé et que bon bah tu fais un petit peu le point, j'imagine, parce que tu nous dis qu'à l'été ça a commencé à, enfin c'était la fin de la fin quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a traversé? Quel doute? Comment tu te sentais en fait? Ça a été quoi la descente aux enfers entre guillemets? C'est ce que j'appelle la descente aux enfers dans mon podcast. En fait, donc le lancement se passe pas comme je veux. Je suis fatiguée, je suis exténuée, mais devant moi j'ai une montagne, j'ai 2 business à gérer, j'ai un programme entier à refondre et j'ai une promo de 300-400 élèves à accompagner avec un live quotidien tous les soirs. J'ai une nouvelle relation où on décide d'emménager ensemble et de chercher un appart, et qui a déjà cherché un appart sur Nice sait que c'est un job à temps plein et qu'il faut aussi beaucoup prendre sur soi en termes de développement personnel face aux agents. Je pense qu'il y a des écoles d'agents pour être agent sur Nice, avec des codes très spécifiques. Et en fait, il y a eu une accumulation où j'ai serré les fesses pour que ça tienne. Et en fait, j'avais pris 3 semaines de vacances pour la première fois de ma vie pendant l'été, parce que je me disais, et je disais à mes équipes, en fait, si je les prends pas, je lâche. Donc je prends 3 semaines pour la première fois de ma vie, je cut. Et je m'étais romantisé ces vacances dans ma tête en me disant, bah, première semaine, j'ai un peu de mal à déconnecter. Deuxième semaine, je déconnecte vraiment. Peut-être même que j'ai tombé un peu malade, en mode le corps décompresse. Et troisième semaine, je vais vivre cette remontée de créativité dont tout le monde parle à chaque fois, qu'elle est extraordinaire, tu vois. Que nenni. 3 semaines dans le mal le plus total, à pleurer H24. Et je pense que c'est même la première fois de ma vie où, en fait, j'ai ressassé, j'ai pris le temps de ressasser tout ce qui s'était passé parce que j'avais pas le temps. Et en fait, j'ai eu des idées noires pour la première fois de ma vie. Et c'est là où mes proches ont commencé à se faire un peu du souci pour moi. Et c'est là où, ça allait plus loin que je veux tout arrêter. C'était devenu un vrai je veux tout arrêter, en fait. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. C'était juste un petit down émotionnel, etc. Mais je me suis fait un peu peur à ce moment-là et je me suis un peu botté les fesses en disant Aline, regarde dans quel état t'es en train de te mettre. Rappelle-toi que quoi qu'il se passe, t'as quand même créé cette vie, t'as quand même créé cette situation. Tu peux la décréer, tu peux la changer, tu peux l'optimiser, tu peux arrêter des choses, etc. Et en septembre, je me suis sentie un peu mieux. Et c'est là où, en fait, j'ai décidé de prendre un peu les choses à bras-le-corps, en mode, bah voilà, maintenant, t'as expérimenté, entre guillemets, ce que tu estimais être le pire et un point de non-retour. Maintenant, il faut remonter la pente d'une manière ou d'une autre. C'est quoi le plan d'urgence, quoi, pour te sauver ton business et construire une vie qui t'épanouit et pas commencer à construire un truc qui va t'enfermer, te tuer à petit feu, quoi. Tu l'as mentionné du coup, mais tu as parlé de ton entourage, tu as parlé potentiellement de ton conjoint et aussi de tes équipes. Comment ça a réagi autour de toi? Parce que du coup, tu n'as pas eu trop de mal à parler avec tes équipes du fait que tu n'étais pas très bien à plusieurs reprises. Comment elles l'ont pris? Est-ce que toi, de ton côté, tu n'as pas eu peur d'avouer ce genre de choses? Parce que tu as quand même cette casquette de leader finalement à maintenir, cette position de manager, enfin, appelle ça comme tu veux, quoi. Comment ça réagit pour toi? Alors je pense que là, je vous dis les choses d'une certaine manière avec un peu le storytelling, etc. On présente pas la même chose à ses équipes parce que la dernière chose qu'on veut, c'est de dire le commandant de bord, il sait pas où il va, il est perdu, il est en PLS, tout va mal. Là, c'est la pire chose à dire à une équipe, à moins d'avoir d'excellents éléments, etc. Mais on peut dire, parce qu'en fait, je pense que ma réflexion, ça a été, les filles sont pas bêtes, elles me voient au quotidien, elles voient la tête que j'ai quand j'arrive en point hebdo le lundi, elles voient l'énergie que je mets dans le business, elles voient les stories que je peux faire ou ne pas faire sur Instagram, elles voient les actions qui sont en retard de mon côté, elles voient l'état émotionnel, ça se perçoit en fait, vraiment ça se perçoit. Soit tu gardes le silence, tu fais comme si de rien n'était, mais il y a un espèce de malaise avec un éléphant dans la pièce dont personne ne parle, et c'est le pire moyen de perdre la confiance de tes collaborateurs, parce que là, ils peuvent s'imaginer tout et n'importe quoi, y compris qu'ils font du mauvais travail et que tu sais pas comment leur dire, etc. Ou alors, tu peux dire, voilà,
il y a un truc qui se passe, voilà ce qui se passe de mon côté, voilà les solutions qui sont mises en place, voilà ce que j'attends de vous. Et moi, j'étais vraiment en mode, aucune responsabilité de ce qui est en train de se passer n'est sur vous, c'est juste moi avec moi-même. Par contre, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien. Et je sais qu'elles ont été extraordinaires, les filles de l'équipe, parce que vraiment, elles ont fait des choses sans moi. Quand j'étais en vacances, elles lançaient des promotions, elles ont construit tous des systèmes marketing promotionnels sans moi. J'étais en mode, ah ouais, vous savez faire ça, vous? Trop bien. On va continuer comme ça. Mais vraiment, elles ont été au top du top. Et je pense que être authentique et transparent avec ses proches, ses collaborateurs, ses amis aussi, c'est important. Alors, dans le cas du travail, on le fait d'une certaine manière. Euh, c'est important parce qu'en fait, les gens sentent les choses. Donc, autant ne pas laisser de place à l'interprétation et de. C'est mon amie Nina Raman qui m'a dit ça il y a pas très longtemps. Elle m'a dit c'est celui qui raconte l'histoire qui sort vainqueur, en fait. Donc, il faut raconter l'histoire qu'on veut raconter avant de laisser les gens raconter la leur ou d'interpréter les choses. Et est-ce que Oui, t'as parce pas eu qu'en plus, les dramas comme ça nourrit bien les gens. Les gens, ils aiment bien se dire ah, ça va pas, il y a peut-être des problèmes, son business, il est foutu, ou peut-être son couple, ça marche pas, ou peut-être. Enfin, là, je parle plus pour peut-être les gens extérieurs, mais ou même, comme tu disais, pour ton équipe. Ah, ça se trouve, je travaille mal, ça se trouve, la boîte, elle va fermer, ça se trouve, et elle ose pas nous le dire. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal de questionnements et d'interprétations, comme tu dis, qui peuvent mener à des conflits en plus et à des plus gros problèmes que finalement, non, concrètement, il se passe ça et on va régler les choses de telle ou telle manière. Yes, moi j'ai une question plus sur le côté, justement, le fait d'avouer à ton entourage que ça va pas, que tu as besoin d'aide, etc. Et là, pour le coup, je parle de manière très personnelle aussi. Moi, ça déclenche une espèce de vulnérabilité que j'ai du mal à montrer parce que, dans mon caractère, etc., je suis débrouillarde, etc. Enfin, je dois trouver mes propres solutions, je dois rebondir, je dois y aller, go, 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 enfin tout ça. Est-ce que toi, de ton côté, à un moment donné, tu t'es senti vulnérable ou tu t'es senti mal de devoir en parler ou de demander de l'aide, du soutien, etc. ou pas du tout? Il y a 2 choses. La première, c'est que je pense qu'en fait, quand tu arrives vraiment à un point de non-retour où tu sens qu'il y a pas d'autre solution, bah là, en fait, ça devient plus une libération qu'un poids ou qu'une épreuve, en fait. Hem et l'autre point, c'est que et c'est ça, c'est vraiment ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, quand tu ne dis pas, les gens le voient quand même, sans doute, même si personne dit rien, tu beau essayer de le cacher comme tu veux, les gens perçoivent, même si c'est 10 de ce qui se passe et parfois interprètent. Et j'ai 2 exemples en tête qui m'ont touchée, si je dois être très honnête. Après, je peux pas en vouloir aux personnes du tout, tu vois, mais ça m'a touchée. J'ai une première personne sur Instagram avec qui j'échange régulièrement qui un jour m'a envoyé un message, je crois que c'était à peu près au mois de septembre, donc juste après la descente aux enfers, qui m'a dit franchement Aline, je pense que je vais me désabonner de ton compte parce qu'en fait en ce moment dès que tu fais des stories c'est que pour vendre et on te voit plus. Et en mode j'ai l'impression que ton compte devient juste marketing, tu vois. Et en fait, je sais que cette personne-là, bah, je l'ai hyper mal vécu parce que j'étais en mode mais en fait les stories c'était la seule chose que j'arrivais à faire et je le faisais par enfin pour mon équipe parce que mon équipe se démenait pour vendre des trucs et moi je voulais pas faire la meuf qui ne pouvait pas même faire sa part du marché, donc ça me coûtait un effort de dingue, c'était le seul effort que je pouvais fournir mais je le fournissais. Et en fait je peux comprendre sa perception bien sûr, mais je lui ai dit écoute, je comprends, t'as raison, mais voilà ce qui se passe de mon côté et attention aux mots que t'emploies parce que tu connais pas la santé mentale de la personne en face. Moi j'ai fait le maximum que je pouvais comme je pouvais et en fait ton retour me blesse plus qu'autre chose, quoi. Et le deuxième exemple, c'est que j'étais à un séminaire au mois de décembre à Paris. Pareil, il y a une nana qui vient me voir et elle me balance un peu comme ça, en me dit ouais, faut que je te dise un truc, Aline, etc. et tout. Nan, nan. Je lui dis bah ouais, pas de souci, dis-moi. Elle m'a dit bah franchement, tu vois, sur les réseaux sociaux ces dernières années depuis que je te suis, t'as vraiment l'image d'une nana hyper pétillante, pleine d'énergie. Là, franchement, je te vois en vrai. Ouais, un peu comme ça. Enfin, c'est pas vraiment les mots et l'expression qu'elle a employé. Tu vois, c'est en mode bah en fait, c'est la personne que je vois en vrai, c'est pas la personne qu'il y a sur les réseaux. Et enfin, en plus, c'était une nuit, j'avais une insomnie toute la nuit parce que anxiété, etc. Et en fait, quand tu te prends ça sur la gueule, tu te dis, bien sûr que de sa perception, c'est la première fois qu'elle me voit en vrai. Bien sûr qu'elle se dit, c'est quoi ce décalage, tu vois. Mais pareil, j'étais en mode, mais merde les gens, quoi, je fais le maximum. Et se prendre des réflexions comme ça dans la figure. C'est pour ça qu'au début de podcast, je vous faisais le petit discours sur, bah, on sait pas en fait ce qui se passe. Et porter un jugement sur un comportement ou un instant de quelqu'un qui nous déçoit ou voilà, en fait, on ne sait pas derrière ce que la personne affronte. En fait, on ne sait pas quels sont ses démons personnels du moment. Et parfois, juste de laisser le bénéfice du doute, ça peut aussi beaucoup aider la personne. Enfin voilà. Donc, tout ça pour reboucler sur la question de dire, oser dire, c'est choisir l'histoire qu'on veut raconter et choisir l'histoire qu'on veut que les gens sachent, plutôt que de les laisser interpréter de leur côté. Hein. Ah bah elle pop en story que pour vendre parce que maintenant c'est que du marketing sur ce compte, ou alors ah bah en fait elle surjoue un rôle sur les réseaux sociaux mais en vrai la meuf c'est une grosse déprimée de la life, quoi, tu vois.
C'est d'une violence quand même. Ouais. T'es un peu fade là, par rapport au réseau, je te trouve vachement fade. C'est le passif agressif, quoi. Ah ouais. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est vachement important d'exprimer ça. Et puis, t'as raison, enfin, le dire, c'est maîtriser l'histoire que tu donnes. Et puis, évidemment, t'es pas obligé de tout dire, t'es pas obligé de dévoiler toute l'authenticité. C'est pas ça, je le rappelle, hein, mais c'est pas de dévoiler toute ta vie privée, toutes les merdes qui te tombent sur la tronche, toutes les pensées que t'as, si c'est des pensées noires, etc. T'es pas obligé de tout dévoiler. C'est juste être capable de dire, bon, bah là, oui, ça va pas. Concrètement, ça va pas. J'ai des choses à gérer. Donc, je suis peut-être un peu moins présente, un petit peu moins wouhou que d'habitude. Mais en fait, ça, c'est moi. Voilà. En fait, c'est être un être humain. On n'est pas tous tout le temps solaire, hyper dynamique ou 100% linéaire. Ça serait chiant de toute façon. Mais c'est juste être des êtres humains. Donc, comme tu dis, laisser le bénéfice du doute quand tu vois. Et justement, quand on voit que t'es pas aussi pétillante que d'habitude, on peut peut-être s'imaginer qu'il y a peut-être quelque chose derrière, que tout n'est pas rose, tout n'est pas beau sous le soleil, quoi. Donc c'est ouais, faire attention à ses mots et à ses interprétations, toujours. Ouais, c'est exactement ça. OK, et donc tu nous as dit que tu avais repris quand même, le poil de la bête, enfin voilà, que tu avais repris le taureau par les cornes. Je vais utiliser toutes les expressions que j'ai à ma disposition et qu'est-ce que tu as mis en place du coup concrètement? Parce que quand on en arrive à avoir des idées noires, à se dire, «J'ai envie de tout arrêter», même si c'était bref, c'est quand même passé dans ton esprit. Donc qu'est-ce qu'on met en place quand on en arrive à ça? Ça a été quoi le process, pour se sortir un peu de tout ça? Donc tu t'es botté les fesses, mais comment? Je pense qu'il y a eu 2 choses, principales, 2 axes principaux. Le premier axe, c'était l'axe de s'alléger, en fait, de cutter les poids. Donc en gros, c'est vraiment le moment où j'ai cuté plein de choses qui me semblaient importantes, qui me semblaient urgentes et en fait, je dis: «Non, je peux pas». Juste, je ne peux pas, il y a même pas de décision de comment je peux faire, je ne peux pas, je cut et ça a mené à des décisions très difficiles. Par exemple, me séparer de certains membres de l'équipe, d'annuler complètement, une partie de l'année, des projets, des choses comme ça. Mais il fallait, alléger les choses au maximum et pour déjà retrouver un peu de bande passante émotionnelle. La deuxième chose, ça a été de privilégier le fait de retrouver du plaisir et le fait de retrouver, un momentum, en fait. Parce que quand tu penses l'avoir perdu et que tu es dans une période un peu sombre comme ça, il y a rien de pire que de devoir te dire: «Je dois retourner à mon quotidien», mais c'est un quotidien qui m'alourdit, en fait, qui est la cause un petit peu de ce que je fais. Donc c'était comment je transforme mon quotidien pour en faire un quotidien de plaisir et là, ça a été aussi de prioriser les projets qui me faisaient plaisir et qui me hypaient plutôt que les projets qui étaient vraiment importants et urgents. Donc en fait, il y a plein de choses. C'est là que je me suis retrouvée à sortir une formation qui était pas du tout prévue que je sorte, mais je me suis dit: «OK, j'ai 1 mois pour créer, sortir une nouvelle formation», qui finalement a été un carton, donc j'ai adoré. C'est là aussi où j'ai pris la décision, bah, je me suis dit: «Ah bah tiens, j'irai bien sur YouTube, donc on va passer le podcast au format vidéo, ça va être cool et tout» et vraiment je me suis nourrie de certains projets, en laissant de côté les projets initiaux, même si je suis sûre qu'ils auraient rapporté plus d'argent, même si je suis sûre qu'ils auraient été, plus importants ou que c'était le devoir que je m'étais assigné. Bah, en fait non, il y avait ça et je pense que la troisième chose que je peux aussi, nommer par rapport à ça, c'est que vraiment je me souviens m'être fait cette réflexion vraiment objective, hein, pas du tout dans la complaisance et tout, en fait, je suis dans un état émotionnel où je me fais plus confiance. Je pense que, et ça c'est on m'a dit ça un jour, j'ai trouvé ça très juste, on a une intuition et on a aussi des mécanismes de défense intérieure. Le problème, c'est que ces 2 petites voix utilisent le même canal pour s'exprimer et que parfois, c'est dur de savoir qu'est-ce qui est de l'intuition ou qu'est-ce qui est de la peur / du mécanisme de défense et moi, j'étais dans un moment où je ne savais plus. Je ne savais plus si la petite voix dans ma tête, c'était une intuition ou quoi et donc c'est là où je me suis pas reposée sur les autres, mais j'ai beaucoup pris les avis des autres, là où avant, j'avais tendance à ne jamais le faire et à toujours me faire confiance et cetera, en me disant: «Voilà, je suis dans un état émotionnel où je ne me sens pas capable de prendre des décisions, en tout cas importantes» et j'ai consulté mes proches et je leur ai beaucoup demandé d'aide et je leur ai beaucoup monopolisé du temps, là où pareil, ça faisait partie de mes hantises dans la vie de me sentir être un boulet pour quelqu'un et cetera et en fait, ça m'a aussi, énormément aidée à prendre certaines décisions, difficiles et cetera. Et justement, j'aimerais bien rebondir parce que du coup, donc on a compris que t'as pas eu trop de mal à aller vers ton entourage, tes proches, tes amis, d'autres entrepreneurs aussi, j'imagine, etc. Mais du coup, vis-à-vis de ta communauté, parce que là, du coup, c'est pas pareil, t'as pas la même posture. On parlait aussi d'image en tout début d'épisode, justement, de ce que tu renvoyais vis-à-vis de ta notoriété, etc. Euh, Là, tu nous parles de tout ça, donc forcément, avec un peu plus de recul, ça va mieux, etc. Est-ce que du coup, le fait de pas avoir trop exposé, on va dire, toutes tes galères, tout ce qui t'arrivait, toutes tes pensées, etc., quand tu les vivais, est-ce que c'était
par peur du jugement? Est-ce que c'était par culpabilité? Est-ce que c'était voilà, qu'est-ce qui t'a empêché entre guillemets d'en parler un petit peu plus? Pas forcément de tout raconter, mais d'être un petit peu plus transparente sur la situation. Je pense que c'était beaucoup par pudeur et aussi pour, préserver les gens. Parce que j'ai franchi le cap de, la vulnérabilité, la transparence et maintenant je pense que j'ai aussi compris comment, bah, comme je suis en train de le faire avec vous, comment être transparente sur ce qui s'est passé, mais de le faire avec une manière un peu storytellée, un peu, rigolote et cetera qui fait que, bah, on n'a pas l'impression que c'est le bureau des pleurs et cetera. Mais de base, mon fonctionnement à moi, la normalité de Aline, c'est je ne parle pas quand je suis dans ma galère et j'en parle après, parce que sur le moment, je suis concentrée sur comment régler le problème. Et en fait, c'est un petit peu le fonctionnement que j'ai aussi sur les réseaux sociaux, qui est donc très moi, où bah, je vois par exemple des personnes qui, elles, ont tendance à beaucoup plus partager au fur et à mesure et ça leur fait du bien parce que elles co-construisent une solution parfois avec leur audience. Il y a des personnes qui se montrent en train de pleurer et il y a une partie de moi qui admire ces personnages, j'aimerais être capable de le faire, mais en fait, c'est pas moi et ce serait me travestir et interpréter un personnage qui n'est pas moi que de faire ça, même si je sais qu'en vrai, ça fait de l'audience, ça fait des gens qui réagissent, mais c'est pas à moi, c'est pas Aline, ce serait jouer un rôle. Donc, je pense que je vais juste continuer un petit peu mon schéma naturel. Et après, j'ai pu débriefer un peu plus au calme parce qu'il y a quand même des leçons à en prendre. Et je pense que une dernière raison qui fait que j'ai pas été plus transparente que ça, c'est parce que c'est aussi un compte business, ce que je fais. Il y a plein de gens qui ont une vie difficile. Et si en plus c'est pour ouvrir Instagram et voir quelqu'un qui vit une vie de merde en ce moment, je suis pas sûre que ça envoie le message que j'ai envie de renvoyer. C'est pas mes valeurs, c'est pas les émotions que j'ai envie de transmettre et d'inspirer chez les gens. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté de ne pas peser plus sur les gens qui n'ont pas besoin d'un poids supplémentaire, quoi. Alors qu'au final, on se rend compte que, évidemment, toute proportion gardée toujours, hein, pas obligé de voilà, de pleurer, sur chaque story. Mais en tout cas, avec le podcast, on se rend compte qu'il y a énormément d'entrepreneurs à qui ça fait du bien, justement, de savoir que et même toi, tu l'as dit, tu as plein de «collègues» entre guillemets, que tu vois, pleurer, galérer, se remettre en question et cetera et qu'en fait, ça fait du bien finalement de se rendre compte que: «Ah, je suis pas toute seule». Mmh. Évidemment, heu, le but, c'est pas tous de sombrer, dans dans cette émotion-là, mais de se rendre compte que, ouais, on n'est pas tout seul, on traverse tous ça et que finalement en parler ou en entendre parler, ça apaise déjà un petit peu le poids, le fardeau qu'on se met et ça partage un petit peu et ça, bah, ça nous fait comme un petit groupe d'appartenance aussi en fait, on est tous entrepreneurs et ça passe aussi par ça, quoi. C'est pas que, les paillettes, les lancements qui marchent super bien et cetera. Surtout comme tu l'as dit, là, c'est en train de changer. Il y a plein de choses qui se remettent en place, donc ça relance un petit peu les dés, mais je pense que ça fait quand même du bien de voir enfin de revoir l'humain en fait derrière, Mmh. c'est con, hein, mais de revoir l'humain, derrière les comptes qu'on voit, même si c'est du business, mais de voir que, ah, bah, elle aussi ou lui aussi, il des fois, il galère ou il se remet en question, en fait. Mais c'est sûr, c'est pas évident, mais je pense en tout cas que ça fait du bien, au commun des mortels de voir ça, qu'en fait, on est tous le commun des mortels. Oui, et puis surtout que depuis quelques années, on te parle d'authenticité, de spontanéité sur les réseaux sociaux, sauf que, enfin, nous, on l'a vu à travers tous les échanges qu'on a eus sur le podcast, même si tu es authentique sur les réseaux sociaux et que tu partages ces moments de faiblesse, etc., tu restes maître de ce que tu dis, et il y en a beaucoup qui maquillent un petit peu la réalité pour que ça fasse un petit peu plus marketing, un petit peu plus vendeur. Et c'est difficile de pas tomber non plus dans le drama, en fait. C'est ça, il y a une espèce de dosage à avoir entre j'en dis un petit peu parce que c'est ma personnalité et que je veux partager ça avec mon audience et pour donner un peu de contexte et montrer que ben, les gens sont pas tout seuls et qu'on traverse tous des galères, sans en dire trop pour pas tomber dans le côté plus influenceur, drama, etc. Et après, du coup, récolter tous les effets inverses de l'intention principale, quoi. Je suis, je suis assez d'accord. J'ai un avis un peu plus tranché sur la question, où je me dis où est la limite entre la transparence et l'authenticité et la limite entre le marketing et un petit peu quelque part le voyeurisme. Et en fait, ma manière d'apprécier la situation, je me dis par exemple quand tu marches dans la rue, c'est très rare de voir quelqu'un chialer toutes les larmes de son corps dans la rue. Ou alors quand ça arrive, c'est vraiment que la personne elle vient de se faire larguer ou elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et vraiment il y a une détresse. Et là souvent il y a des gens qui s'arrêtent, etc. Mais c'est pas en mode oh je me sens triste aujourd'hui ça va pas très bien, oh je me mets à pleurer au milieu de la rue. Et je trouve que parfois sur les réseaux sociaux,
pas tout le monde, fort heureusement, mais on va à peu près dans l'extrême de l'authenticité et de la transparence en mode je dois montrer aussi quand ça va pas, je dois montrer mes larmes, je dois montrer mes colères, je dois montrer mes échecs. Et moi, j'ai toujours un peu cette appréciation de est-ce que c'est vraiment toi? Parce que si c'est vraiment la personne, si c'est vraiment sa manière d'être dans la vie de tous les jours, avec ses proches, avec ses amis, dans la rue, dans le métro, etc., ok, you do you. C'est ça l'authenticité en fait, c'est d'être pleinement soi-même. Est-ce que je surjoue parce que je sais que poster une photo de moi qui pleurait pour bien illustrer que c'était la galère il y a quelques années et qu'aujourd'hui tout va mieux et que je gagne bien ma vie grâce à l'entrepreneuriat ou grâce au tricot ou autre chose? Quelle est la part d'authenticité vraiment là-dedans? Et en fait, j'ai pas la réponse à ça. C'est pour ça que je dis que chacun doit respecter son propre fonctionnement. Le mien, ça ne sera jamais de pleurer en story. Je montre pas à mes proches, il y a pas de raison que je le montre à à mon audience, et vraiment de se responsabiliser par rapport à ça. Et la dimension aussi un peu professionnelle où bah ça reste notre métier. Est-ce que tu te mets à pleurer à chaque fois à ton travail, à chaque fois que ça va pas, ou est-ce que bah tu partages avec de manière bienveillante et constructive, bah, les leçons que tu as apprises, tu dis clairement: «Bah, là, ça va pas, voilà ce dont j'ai besoin» et cetera. De quelle manière est-ce que je préfère l'exprimer, quoi? Ah non, mais on est d'accord que surjouer, genre: «Oh! Oh mon Dieu!» tous les 4 matins, au bout d'un moment, bon, ça va. Enfin, ça oui, c'est pas forcément nécessaire. Après, comme tu dis, si les gens sont vraiment comme ça au quotidien, OK, mais c'est vrai que moi non plus, je me verrais pas et pourtant je partage pas mal de merde ou de réflexions que je peux avoir, mais c'est jamais dans les larmes et tout. C'est juste, oh, si là je suis énervée, quoi. Et puis je le dis, et puis je dis: «Oui, je vais ronchonner dans mon coin», parce que des fois, gérer ses émotions, c'est juste aller, gueuler, râler, claquer les portes, ou être, Totalement. ou être une sorcière avec son mec, genre: «Je sais que tu as envie de m'encourager, mais en fait, j'ai pas envie. Là, je sais pas ce qui se passe, laisse-moi tranquille, on verra plus tard». Mais on est bien d'accord que oui, surjouer pour faire du marketing et faire un peu le drama et «Ah bouh, intéressez-vous à moi», ça se voit, et puis je trouve que ça, comme tu disais tout à l'heure, ça se perçoit. Il y a des choses, ça se perçoit que c'est pas naturel, ou alors quand les choses vont pas, ça se perçoit quoi qu'il arrive. Et je sais que j'avais reçu un mail une fois d'une personne qui faisait justement un peu du drama, genre: «Bouh, j'étais plus trop présente sur les réseaux parce que, j'avais plus de retours» et cetera. Mais en fait, ça se sentait que c'était pas naturel, sincère et spontané. C'était juste, je vais essayer de jouer sur la corde sensible des gens, mais sauf que ça marche pas parce que tu le sens, en fait, que tu as juste envie de te faire plaindre, et du coup, la démarche est bah, biaisée et nulle, hein, finalement. Mais ouais, pas évident l'authenticité sur les réseaux quand même. Mais je pense que si on s'aligne sur, qui on est dans la vraie vie, dans toute notre complexité, c'est ça l'authenticité. C'est pas de surmontrer les mauvais moments, c'est juste d'être la même personne sur les réseaux qu'on est, dans la rue, avec nos proches, avec nos amis. En tout cas, pour moi, je l'associe à ça. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, là, donc on est début janvier, donc ça fait 2025. On espère qu'elle sera un peu moins chaotique, hein, du coup, et un peu plus, un peu au-dessus de l'eau, du coup. Comment toi, justement, comment tu sens l'année 2025? Est-ce que tu repars sur de bonnes bases, entre guillemets? Est-ce que tu vas continuer à garder un petit peu ce rythme de, déjà, est-ce que tu vas prendre du temps pour toi? Est-ce que là, dans ta batterie d'énergie, parce que tu nous disais au début, il faut être très, très productif tout le temps, et ça m'a fait sourire dans le sens où tu as sorti quand même une formation, productivité, pour pas que ce soit trop toxique, hein, mais du coup, bon, hein, je ne Faites ce que je reviendrai dis, pas. faites pas ce que je fais un petit peu, hein. On va pas se mentir. Je dis ça, je dis rien, mais non, comment tu vois l'année 2025? Est-ce que tu vas continuer? Parce que tu nous as dit aussi que ton équipe avait, finalement fait preuve d'initiative aussi sur certaines choses, donc est-ce qu'il va y avoir un petit peu plus de délégation? Enfin, comment tu vois les choses pour que 2025, ça se passe un peu plus surfer sur la vague? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a eu des très, très bonnes leçons à tirer de cette année-là. Déjà par rapport à l'équipe, tu l'as très bien dit, maintenant que je vois le niveau de responsabilité qu'elle peut prendre, en fait, il y aura pas de retour en arrière par rapport à ça, et c'est pour leur plus grand bonheur parce qu'elles se sentent, montées en responsabilité, avoir des projets un peu plus excitants. C'est pour mon plus grand bonheur parce que ça me soulage aussi, énormément, et je trouve qu'en termes de cohésion d'équipe et de fonctionnement en écosystème ensemble, on a vraiment progressé grâce à l'année 2024. Hem, je commence l'année en ayant déjà fixé mes vacances, des vacances immuables et intouchables, même si c'est juste 3 semaines, une par-ci, une par-là dans l'année. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie.
Je continue aussi, là j'ai jusqu'à fin janvier pour prendre plein de décisions, certaines radicales, certaines difficiles, d'autres faciles, mais pour vraiment cutter, me reconcentrer sur ce qui fonctionne et ce qui me fait plaisir. Donc je pense qu'il y a encore tout un ménage qui est en train d'être fait, mais un ménage qui se fait dans une énergie où j'ai fait la paix avec mon année 2024 en fait. J'ai pris, pardon, j'ai pris beaucoup de temps pendant les vacances, pendant les fêtes pour faire la réflexion de ce qui s'était passé, faire un petit peu mon deuil en fait de tout, faire la paix avec les émotions qui avaient pu être là, retirer juste les bonnes leçons. Et donc j'attaque l'année 2025 en me sentant déjà beaucoup mieux, ressourcée, plus alerte de mes propres failles et faiblesses, la combustion de mon énergie exagérée, on va dire. Voilà, alors je dis pas qu'il y aura pas de problème sur l'année 2025, mais ouais. On a le temps pour une dernière anecdote ou pas? Bien J'ai sûr. l'impression de faire que parler. On est C'est là le but, pour ça. hein, tu sais, on n'est pas là pour s'entendre parler nous, hein, donc l'anecdote. Et j'allais dire, et de toute façon, je sais que 2025 sera une meilleure année. Alors, ce que je vais dire, les non spirituels risquent d'avoir le poil qui se hérisse. Moi-même, je ne sais pas trop quoi penser de cette histoire, Écoute mais je vais vous bien, raconter. Lise. Non, mais je vais vous raconter. Mais même moi, Lise, je sais pas trop quoi penser de cette histoire, mais tu verras. En 2021, j'ai un ami à moi à qui j'avais rendu plein de services, vous le connaissez peut-être, qui s'appelle Raphaël Torel, et qui m'a dit, Aline, pour te remercier et puis pour ton anniversaire, je t'offre une consultation avec un astrologue indien qui va faire ton thème astral de l'astrologie grecque qu'on connaît tous, mais aussi d'astrologie indienne. L'astrologie grecque, c'est plutôt ta personnalité, etc. Et l'astrologie indienne, c'est plutôt passé, présent, futur. Et j'étais en mode, ah ouais, go, je sais pas si j'y crois ou pas, mais c'est fun, on me l'a offert, c'est une belle expérience, ça sera un bon moment. Donc, je me pointe à ce rendez-vous qui se passait en visio avec, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment la caricature qu'on peut s'attendre quand on parle d'un homme qui fait de l'astrologie grecque et indienne. Et on fait toute la partie astrologie grecque sur ma personnalité, voilà, les machins, les trucs. Moi, on me dit, ah ouais, trop bien, la lune en vierge, super, tu vois, enfin, voilà. Et ensuite, on passe à l'astrologie indienne où il connaissait rien de moi, il m'a posé aucune question, mais déjà il avait des choses, j'étais en mode mais comment tu sais ça? Il était capable de me citer le mois et l'année précise de ma plus grosse rupture amoureuse qui avait eu lieu 7 ans auparavant, etc., comme un changement de vie, de paradigme, enfin vraiment, il a remis des choses sur les dates, des dates de voyage. J'étais en mode mais soit Raph t'a parlé, soit tu me fais très peur, t'es venu chez moi cette nuit, t'as fouillé mes papiers, t'as fait quelque chose, quoi, tu vois. Et après il a parlé du présent et il a commencé, donc on est en 2021, à parler du futur. Et moi, je prenais des notes au fur et à mesure, etc. Puis il me disait, bah voilà, 2022, ça va être une très très belle année pour vous, mais 2023, attention, ça va être une année avec beaucoup de pertes financières. Certainement, vous allez devoir vous séparer de certains membres de votre équipe, etc. Ça va être une année de transformation, mais à partir de l'année d'après, vous allez sortir de ce cycle de lune sombre, je sais pas quoi là, et ça ira mieux, etc. Et moi, du coup, à partir de ce moment-là, le truc c'est que tu y crois ou que tu y crois pas, quand quelqu'un t'a dit ça dans ta vie, tu ne peux pas savoir le truc, tu vois. Tu peux pas l'oublier. Tu peux pas faire genre tout va bien, tu vois. Et donc, quand donc ça c'était 2021, toute l'année 2022 se passe, on commence à aborder l'année 2023. Moi, j'ai les chocottes. Genre, j'ai trop peur, quoi, tu vois. Et j'ai dû m'auto-coacher moi-même pour me dire, mais Ali, si tu commences en mode prophétie autoréalisatrice à aborder l'année 2023 comme une année qui va forcément mal se passer, tu vas être dans une stratégie de défense et de préservation plutôt qu'une stratégie d'expansion, et donc toi-même, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Donc, je me suis forcée à avoir une année 2023 qui n'allait pas dans ce sens-là et à mettre cette prophétie quelque part dans un coin de ma tête. Mon année 2023 se passe très bien. Alors oui, il y a une personne avec qui j'ai arrêté de travailler parce que je l'ai remplacée, etc. Est-ce que c'était ça? Ok. Oui, le lancement de la BSB 2023, j'avais fait peut-être 3 000 € de moins que ce que je voulais. Est-ce que c'était vraiment ça? Peut-être, tu vois, peut-être. Pas de problème. Donc, toute contente, l'année 2023 se termine. Très bonne année, trop contente. Je suis en mode, ouais, la prophétie, ma gueule et tout. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Et là, fin 2023, je reprends les notes en me disant, bah voilà, du coup, il m'a dit qu'après 2023, tout allait bien se passer. Donc, j'ai envie de relire les quelques notes, sachant que j'avais pas voulu qu'il aille trop loin, parce qu'en fait, j'avais un peu flippé. À ce moment-là, j'étais en mode, non, en fait, je veux pas trop savoir. Donc, il avait fait 2023-2024, et c'était tout. Et je me dis, bah du coup, qu'est-ce qu'il avait dit de bien pour 2024? Comme ça, je me prépare mentalement et tout. Et en fait, j'ouvre mon carnet, et là, je deviens blanche comme un linge, parce que je me suis trompée dans les dates. Et qu'en fait, c'était 2024, l'année qui était censée être la pire année de ma vie. Donc, l'année qui s'est déroulée devant moi. Et là, on arrive à la fin de l'année 2024, perte financière, que t'es des gens de l'équipe big time, pire année de ma life, et je me dis, ah j'ai peur, tu vois, ah je suis pas bien. Il avait peut-être raison ce con finalement, hein. Il avait peut-être raison ce con, mais du coup je suis très contente de pas l'avoir poussé à aller au-delà et d'avoir un peu stoppé le truc, parce que je suis le genre de personne, en fait, encore une fois, quand on me dit ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, en fait, une fois que tu le sais, il y a forcément un biais qui s'installe dans ton cerveau, et moi je veux pas ça dans ma vie. Mais
je me rappelle cette réalisation et cette descente émotionnelle de me dire: «Mais en fait, tout ce que je pensais qui aurait dû se dérouler pendant l'année 2023, en fait, c'est l'année qui m'attend» et de vraiment toute mon année être en garde par rapport à ça et en fait, là, avec le recul, je me dis: «Mais en fait, putain, mais tout était vrai, quoi. Mais zut!» Voilà, ça, c'était l'anecdote. Mais du coup, ça veut dire que 2025 devrait être une meilleure année, si j'ai bien compris. Ah bah, j'espère. Eh ben, écoute, S'il on a dit que refera un l'année point, suivante, ça serait... on refera un point l'année prochaine, écoute. Vous allez sortir le podcast de la Win, j'espère aussi et on va pouvoir, débriefer des années qui se passent bien aussi. Ouais, mais c'est moins drôle. Non, je rigole. C'est vrai que c'est moins drôle, c'est moins croustillant en tout cas, je suis C'est moins d'accord. croustillant, c'est ça. Non, mais on a dit qu'on ferait que sont-ils devenus. Comme ça, on parle des looses et tu vois, tu pourras revenir pour en 2025-2026 pour nous dire finalement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a changé, etc. Est-ce que l'astrologue indien, du fin fond de sa cambrousse, avait raison ou pas? C'est ça. On est tous en haleine là maintenant, on veut tous savoir qu'est-ce que... Voilà, c'était l'anecdote un peu drôle. Mais non, mais c'est intéressant. Du coup, on veut tous son contact au cas où pour les prévisions des années prochaines. Mais c'est énorme, c'est énorme. Effectivement, ça stimule les gens spirituels ou non, mais c'est intéressant. En tout cas, mais c'est vrai que c'est ça qui est terrible. Quand on te dit quelque chose comme ça, une prévision, t'as raison, on n'arrive pas à se l'enlever de la tête, même si tu te dis, allez, vas-y, c'est peut-être une connerie. T'as quand même ce... Ah ouais, mais peut-être en vrai. Et surtout si tu vois des preuves petit à petit qui arrivent, tu dis, ah merde, ça ressemble vachement à ce qu'il m'avait dit quand même. Bah, c'est comme quand tu lis ton horoscope le matin qui te dit que tu vas passer une sale journée et au final tu trouves toutes les raisons qui prouvent que l'horoscope avait raison. Hein. Ah bah c'est vers quoi tu portes ton attention, hein, ça c'est certain. Hein. Ça c'est certain. Mais quand t'avais un peu oublié les prévisions, là c'est encore un peu plus biaisé parce que tu dis techniquement j'ai pas mon attention là-dessus, enfin pas trop. Mais merci pour cette anecdote croustillante. Et du coup, pour terminer peut-être, mais est-ce que tu aurais un conseil, un ou deux, hein, très mindset ou peut-être business pour justement éviter les descentes aux enfers ou enfin peu importe hein, l'angle que tu as envie de nous donner, mais est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent? J'en aurais à la fois tellement, on en a pas beaucoup parlé, dans cet épisode. Je pense que moi, ma grosse partie, ça a été la gestion de l'énergie et que, j'ai attendu de prendre un mur pour vraiment me botter les fesses et que, bah, c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Mais quand on arrive à éviter d'arriver à ces extrêmes-là, c'est quand même pas trop mal et c'est surtout, je pense, le côté, si déjà intuitivement, quand vous regardez votre calendrier, votre planning pour les mois à venir, vous vous dites: «Oh punaise, ça va être, serré, je sais pas comment je vais faire», arrêtez tout. Parce qu'en fait, c'est là où vraiment vous allez vous créer des problèmes et une charge mentale, émotionnelle qui peuvent mener, au burn-out en trop. Donc c'est bien d'avoir une visu de ses objectifs et de son année, de son business en se disant: «C'est challengeant. Oui, ça va me sortir de ma zone de confort, mais ça me paraît pas surréalisable ou irréalisable, heu, dès le premier coup d'œil, quoi». Parce que ça, c'est pas bon signe généralement. Je pense que moi, c'est ma grosse leçon. C'est marrant parce que hier, du coup, on s'auto-coachait avec Clem mutuellement et on parlait de son année, justement, son planning sur toute l'année, etc. Et je l'ai aidé à se structurer, s'organiser, tout ça, tout ça. Et je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit, si tu sens qu'à un moment donné, en termes de timing, d'énergie et tout, tu seras pas capable de faire tout ce que tu as prévu, c'est pas grave, en fait. Coupe-le, enlève un projet, décale-le. Enfin, voilà, il y a personne d'autre. Enfin, tu t'engages avec toi-même à suivre ce plan d'action, mais il y a personne d'autre qui va te taper sur la tête parce que tu n'auras pas réalisé tous les projets initialement prévus, quoi. La priorité, c'est la santé. Et je pense que ce genre de déclic, bon, c'est un peu bête d'en arriver jusque-là, mais ce genre de déclic, on les a souvent quand on arrive au bout du bout, ou quand on sent qu'on est pas loin de la chute en fait. Et tant que on pense avoir de l'énergie, tant qu'on pense avoir des ressources, etc., on se dit ouais non mais moi c'est bon, moi je vais passer au-dessus, moi je vais pas faire comme les autres, etc. Bon, spoiler, en général, on y arrive tous. Hein. Ouais, mais tu vois, moi, le déclic, je l'ai eu justement quand je me suis lancée et que je suis venue au premier Bichot, parce que justement, j'ai entendu déjà plein d'entrepreneurs qui étaient en train de dire qu'ils étaient en burn-out ou qui déléguaient, mais qui travaillaient encore plus qu'avant de déléguer. Et moi, ça m'a mis red flag. Alors déjà qu'en temps normal, moi, je préserve mon énergie et je suis plus, oh là, tranquille. Mais alors là, du coup, j'étais encore plus non, non, hors de question. Ça me terrifie de voir ça, en fait. J'ai l'impression. Pour moi, l'entrepreneuriat, tu te lances pas là-dedans pour te
cramer de tous les bouts, là, comme ça. Donc, moi, c'était le déclic vraiment à ce moment-là. Enfin, ça m'a confirmé, en tout cas, non, la santé mentale et physique avant tout le reste. Après, voilà, faut que mon corps et ma tête puissent fonctionner avant que mon business fonctionne. Et du coup, voilà, vous me confirmez jour après jour que c'est une bonne décision. C'est très sage. C'est très sage. Mais bon, je sais que c'est pas évident. Et puis, si on est surtout très ancré sur productivité à fond, c'est complexe de lâcher un petit peu la bride. Mais voilà, quand même, lâchez-vous un peu la grappe et prenez du temps pour vous. Je le répète encore et encore, mais accordez-vous des moments de détente. Ça veut pas dire ne rien faire, mais juste hors business, quoi. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Aline, pour ce petit podcast qui va être, je pense, fort intéressant et riche d'anecdotes en plus, hors business, mais qui rejoignent quand même tout ce qui est mindset, voilà, mental, émotion. Merci beaucoup. Et on se retrouve évidemment donc sur ton compte The Bee Boost avec nouvelle charte graphique, si j'ai bien compris. Et, et en podcast sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute, évidemment. On mettra tous les liens en description. Et merci beaucoup à toutes les deux. C'était trop chouette comme échange. Puis merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'ici. Merci. Merci Aline. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?